Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça nous donne plein d'idées. Belle évolution, partage d'expérience, très intéressant. Alors, pour la prochaine conférence, le conférencier qui était annoncé ne sera pas là, donc c'est moi qui va prendre la place. Alors, c'est un peu dernière minute. Alors, je vais essayer de faire le lien entre la conférence qu'on vient de voir et les autres conférences qu'on a dans la journée. Alors, excusez-moi si ça peut être un peu décousu par moment. Alors, j'ai travaillé là-dessus hier soir. Je tiens aussi à remercier les compagnies qui nous ont reçus hier. Vraiment, les visites industrielles, c'était vraiment très intéressant. Puis pour ceux qui sont allés, là, on fait le lien avec les conférences d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui a été fait en santé et sécurité, comment c'est géré, comment ça s'est amélioré. Donc, et qu'il y a encore des améliorations, là, ça évolue toujours. C'était vraiment très intéressant. Alors, il y a une des compagnies où est-ce qu'on est allé hier, Bombardier, c'est un membre chez nous. Alors, l'ASFETEM, c'est écrit en petit en avant, là, c'est l'Association sectorielle paritaire des fabricants d'équipements de transport et de machines. Donc, toutes les compagnies qui fabriquent des avions, des trains, des autos, des camions, ou toutes les sortes de machines sont membres à l'association sectorielle. Bon, ils n'ont pas le choix, là, c'est l'association sectorielle, c'est les cotisations, c'est une SST. Mais ce qui fait qu'on voit plein de compagnies quand on intervient. Donc, moi, je suis conseillère experte à l'association. Donc, je développe des programmes, des outils et je vais accompagner les compagnies là, pour implanter les choses. Mais là, je vais vous raconter un peu mon cheminement. C'est quand j'ai commencé en santé et sécurité, bon, je ne vous dirai pas en quelle année, vous allez peut-être le deviner, mais quand j'ai commencé en santé et sécurité, bon, j'avais un bac en relations industrielles et la première job que j'ai, c'est en santé et sécurité dans une multinationale. Et là, j'arrive, ils ont un centre de santé, il y a une infirmière qui est là à temps plein, un médecin qui vient tous les jours. Ils sont organisés, ils ont des affaires. Donc, j'arrive là-bas, puis on me met des sonomètres dans les mains, puis des machines pour tester la poussière, puis des produits chimiques. J'ai un bac en relations industrielles, 3 cours en santé et sécurité. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme, OK, j'avais un deck en sciences, fait une produit chimique, je connais ça, mais là, les machines, j'ai pas appris ça. Là. Je sais que ça existe, puis c'est de l'hygiène industrielle, mais aucune expérience là-dedans. Fait qu'il a fallu que j'apprenne pas mal. Fait que, disons qu'il faut être humble, là, et là, je me suis dit, mais quand je vais avoir l'occasion de suivre des cours en santé et sécurité, donc j'ai commencé à faire un certificat. Je travaillais à Drummondville à l'époque, donc j'étais capable de suivre certains cours de l'Université de Montréal qui étaient donnés à Drummondville. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, tu sais, tantôt, quand on m'a présenté, on a dit, bon, Josée, j'ai une certification en sécurité des machines maintenant. J'ai un bac en relations industrielles, là. Sécurité machine. Tu sais, comment je suis arrivée là? Ben, dans ma première job en santé et sécurité, à un moment donné, je reçois un appel d'urgence. Il faut que j'aille sortir. Il y a un gars qui a un bras pris dans une machine, il faut que j'aille le sortir de là. Fait que là, bon, j'ai mon cours de secouriste, là, mais tu sais, secouriste, ouais, c'est comme, on te dit un peu quoi faire, mais quand tu le vis, là, puis là, il faut sortir le gars, puis là, il faut que je gère tout le monde autour qui sont énervés. Il y en a un qui s'évanouit à terre, puis là, il y a du monde qui veut faire toutes sortes d'affaires. En tout cas, fait qu'on a réussi à sortir le gars de là. L'ambulance est arrivée, j'ai fait les premiers soins. L'infirmière était complètement à l'autre bout de l'usine, puis elle ne marche pas vite. Fait que c'est moi qui, finalement, qui a fait les premiers soins. L'infirmière est arrivée quand l'ambulance est arrivée. Fait que là, j'ai fait « Oh my God! » OK. Fait qu'on a des risques machines dans notre usine. Comment on gère ça? Puis là, je n'étais pas bien équipée pour savoir quoi faire là-dessus. Donc, on a fait quelques affaires, là, mais c'était assez basique. Faites attention, puis on va enseigner aux gens comment faire. C'est pas très sécuritaire. Le deuxième emploi que j'ai, une autre usine, là, ils ont des produits chimiques pas mal. Le CIM2 commençait. Bon, ça vous donne un indice de mon âge. Donc, le CIM2 commençait. Fait que, là, j'arrive dans cette usine-là, puis ils me racontent des affaires qui sont déjà arrivées. Fait que l'année précédente, il y avait eu, à un moment donné, un nuage de fumée dans l'usine.
Puis là, ben, ils ne savaient pas c'était quoi, enfin qu'ils ont appelé les pompiers. Puis là, les pompiers voulaient arroser l'usine. Là, finalement, ils ont découvert que c'était des produits chimiques qui ont incompatibles, qui se sont mélangés, puis ça a fait la fumée dans l'usine. Et là, je dis: «Ouais, OK, produits incompatibles». Il dit: «Ouais, c'était 2 barils vides qui ont été entreposés ensemble, un par-dessus l'autre. Puis là, il y avait des coulisses de celui d'en haut qui est tombé dans celui d'en bas. Puis c'est ça qui a fait le nuage de fumée dans l'usine». Tu dis des coulisses qui ont tombé dans l'autre. Tu as une chance que c'est pas, les 2 mélangés ensemble comme ça parce que ça aurait été assez épouvantable. Donc là, je me dis: «OK, faut que je regarde les fiches de données de sécurité», là. Ça s'appelait fiches signalétiques avant. Fait que je regarde ça, puis là, je dis: «OK, il faut que je sépare les produits incompatibles». J'avais jamais vu ça non plus avant. Et là, je découvre qu'il faudrait faire vraiment 2 secteurs. Donc, on est parti d'un événement comme ça pour dire: «OK, là, j'ai des produits vraiment incompatibles et faut pas les entreposer ensemble, que les barils soient pleins ou vides. Il faut les séparer». Puis là, ben, je découvre qu'il y a des produits qui sont incompatibles avec l'eau. Fait que là, tu dis: «OK, ils sont entreposés à quelque part qu'il y a des sprinklers». Fait que là, les sprinklers, si jamais ça se déclenche, là, ça explose. Si les pompiers arrivent puis qu'ils arrosent ça, ça va être épouvantable. Fait que là, je fais comme, ben, faut aviser les pompiers que puis là, ben, les pompiers, ben là, c'était une jeune femme qui lui disait: «Arrose pas là, c'est incompatible». Ils connaissaient pas maman Simdut, eux autres non plus. Fait que là, c'était comme, il a fallu que je lui donne les fiches de données de sécurité pour qu'ils comprennent, là. Puis, fait que là, je fais comme: «OK». Puis on a des produits qui sont excessivement dangereux, donc il faut que j'avise aussi l'assureur qu'on va changer les systèmes de sprinkler pour de la mousse. Puis là, l'assureur, il veut pas. Parce que des sprinklers, c'est de l'eau. Fait que je fais comme: «Oui, mais là, si les sprinklers partent, ça explose», tu sais, fait que la bâtisse va disparaître. Donc il fallait faire le lien entre l'assureur, les travailleurs, donc on a réorganisé ça, la direction a embarqué, puis ça a bien été, mais c'était quand même quelque chose, à faire. Puis même aujourd'hui, est-ce que les fiches de données de sécurité sont toutes analysées comme ça? Tu sais, j'ai travaillé dans des industries manufacturières et à peu près la moitié de ma vie comme consultante ou dans des associations comme la SVETEM. Mais quand on arrive là, dans des compagnies puis que je leur demande les fiches de données de sécurité, si c'est analysé, c'est compliqué. Puis la dernière place manufacture où j'ai travaillé, j'arrive là-bas. Aujourd'hui, je connais le CIMDUT, je suis allée chercher une maîtrise en santé et sécurité, tout ça. Fait que là, j'analyse ça, puis là, il y a peut-être 600 produits. Les fiches de données de sécurité n'étaient pas toutes à jour, donc là, je cherche dans internet, c'est pas toujours facile. Puis je gère ça comment? Puis comment j'analyse l'incompatibilité des produits et cetera. Donc finalement, j'ai pris un logiciel avec une compagnie qui faisait tout ça, puis là, ils me livrent, entreposent ça séparément à l'autre. Fait que c'est et j'ai des connaissances là-dedans. Fait que quand on arrive dans des compagnies qui n'ont pas de gens en santé et sécurité et qu'il faut faire ça, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des analyses de risque et des plans d'action. Donc, faut les aider. Donc, l'association, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on aide les très grandes entreprises, mais aussi les très petites entreprises, parce que tout le monde doit en faire. Donc, dans mon cheminement, bon, j'ai changé de place et là, j'arrive dans l'industrie papetière. Donc, je travaillais dans une association sectorielle à Québec et là, je me promène dans les scieries et les papetières. Et là, à un moment donné, il arrive, les papetières, pendant 2 ans, il y avait à peu près un accident mortel à quelque part au Québec. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des accidents mortels comme ça? Puis là, moi, on faisait des audits de connaissage dans les papetières. Puis ce que j'avais observé, c'est qu'il y a plusieurs papetières qui faisaient des changements technologiques. Donc, les équipes d'ingénierie modifiaient les machines. Et là, entre autres, il y a des valves de pâte ou d'eau un peu partout. Et
des valves, c'est dur à entretenir, puis des fois, c'était loin. Fait qu'ils ont décidé de mettre des valves automatisées dans les tuyaux plutôt que des valves physiques qu'on tourne à l'extérieur. Donc, les valves étaient à l'intérieur et étaient contrôlées par ordinateur. Donc, si je veux cadenasser les valves pour que les produits ne circulent plus, il faut que j'aille dans la salle de contrôle, puis je pèse à quelque part, que je clique pour cadenasser ma valve. C'est-tu acceptable, ça? C'est cadenassé, ça? Donc, c'est pas acceptable. Puis là, ce qui arrivait, c'est que dans certaines, quand ça a été analysé, on a demandé l'aide de l'IRSST. D'ailleurs, il y a une kiosque de l'IRSST en arrière. On a demandé l'aide de l'IRSST pour venir avec nous autres analyser ce qui se passait. Et là, entre autres, les ingénieurs n'étaient pas formés en santé et sécurité dans les universités. C'est encore le cas beaucoup aujourd'hui, ou des cours très, très basiques. Donc, les ingénieurs modifiaient les machines et ne connaissaient pas les règles de cadenassage. Donc, ils avaient mis le cadenassage électronique plutôt que physique. Donc, là, il a fallu donner des formations pour encadrer le travail des ingénieurs. Autre chose qu'avaient fait aussi les ingénieurs, c'est que les arrêts d'urgence étaient aussi dans la salle de contrôle sur l'ordinateur. Ouais. C'est un peu difficile. Tu cries au gars qui est dans la salle de contrôle à l'autre bout, puis les papetières, là, une machine à papier, c'est plus long que la salle. Il faut que tu en aies sur place. Il a fallu faire beaucoup de modifications. J'ai développé là, mes compétences en sécurité des machines, entre autres, dans toute cette période-là, parce que j'ai accompagné les papetières, j'ai collaboré avec l'IRSST pour développer des trucs. Donc, ça, c'est sécurité des machines et cadenassage. Là, ça va pas mal ensemble. Sécurité machine, ça. Donc, ça, c'est une partie de mon expérience. Donc là, on fait des analyses de risque, il faut prioriser, puis ça coûte cher à faire ces modifications-là. Et qui je devrais impliquer? Donc là, je viens de vous parler que les ingénieurs faisaient des modifications. Ils n'allaient pas voir la santé et sécurité. La santé et sécurité n'est pas enseignée nécessairement aux équipes d'ingénierie. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est de travailler en équipe. Donc, tu sais, aujourd'hui, si vous me dites, hey, José, tu as une certification sécurité des machines. Ouais, mais tu sais, vous dites, hey, viens donc chez nous faire les analyses, je ne les ferai pas tout seul. Bon, je connais bien, j'ai un PowerPoint, puis je ne l'utilise pas. Donc, on arrive, puis là, l'analyse de risque, il faut la faire. Mais moi, je suis peut-être spécialiste, mais je ne connais pas la machine. Moi, je veux avoir les spécialistes qui l'opèrent, qui font la maintenance, et les ingénieurs qui peuvent la concevoir ou les modifier. Ça me prend vraiment les informations complètes. Puis ça, les gens, à un moment donné, ils font comme « Ouais, mais je ne connais pas la santé et sécurité. » Moi, je connais la santé et sécurité. Toi, tu connais l'équipement, tu connais les opérations. Donc, c'est ensemble qu'il faut le faire. Je ne le ferai pas toute seule. Je ne ferai pas les fiches de cadenassage toute seule non plus. Puis, des fois, on va voir le monde. C'est une belle phrase que vous avez sûrement entendue souvent là, en santé et sécurité, ça. C'est pas dangereux, il n'est jamais rien arrivé. Je l'entends encore aujourd'hui. Il n'y a jamais rien d'arrivé. Hein? C'est pas grave, il n'y a pas eu d'explosion encore. On va continuer à faire des affaires effrayantes. À un moment donné, j'essayais de convaincre des électriciens de mettre en place des procédures, des équipements. C'est-tu dangereux, l'électricité, pour un électricien? Hein? Là, je vois des oui, des non, ça dépend. Dans la salle, ici, vous allez peut-être dire oui, là, parce que c'est un colloque santé et sécurité. Mais l'électricien, il fait comme, là, tu sais, l'électricité, c'est ma job, là, je connais ça, tu sais. Ouais, tu connais ça. Mais le jour que ça va t'arriver, ou, tu sais, des fois, je donne des formations sécurité électrique, puis aux électriciens qui sont dans la salle, je leur demande s'ils ont déjà eu des chocs. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai comme réponse? 100%, oui. Mais c'est ça, c'est 100%. Il y a 100% qui ont eu des chocs. Là, après ça, ils me disent quoi? Ouais, mais, tu sais, c'est
le 347, c'est pas dangereux. OK. Le 347, c'est pas dangereux. Dans le RSST, actuellement, c'est en haut de 30 volts qu'il faut se sécuriser. Fait que là, on est à 30 volts dans le RSST. Puis là, l'électricien me dit 347, c'est pas dangereux. Fait que là, tu fais, ouais, OK. Il t'est jamais rien arrivé. Dans une autre usine où j'ai travaillé, à un moment donné, on est en réunion avec la direction, puis on entend un gros boom, une explosion. Donc là, c'est arrivé où? Là, on reçoit des messages, CB, le monde court partout. C'est un électricien qui était dans une salle électrique et puis il y a eu un arc flash, donc une explosion dans la salle électrique. Il était encore conscient puis il a été capable de nous dire dans quelle salle électrique il était, parce qu'il était tout seul. Alors, une chance qu'il était conscient pour nous dire dans quelle. Donc là, on est allé le secourir. Puis, naturellement, ben là, les premiers soins, on l'envoie à l'hôpital, on appelle la CNESST, on sécurise le périmètre. Là, il y en a qui veulent repartir la salle électrique parce que ça leur a été à production. Pas sûr, pas sûr. CNESST arrive. Là, à l'époque, il n'y avait pas encore une norme de sécurité électrique au Canada. Donc, ils nous ont demandé d'appliquer la norme américaine. Puis là, ben, je connais un petit peu l'électricité, là, mais quand même. Donc là, j'ai demandé à des collègues. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir plein de connaissances. T'écris à un, t'écris à l'autre, t'appelles, puis tu dis, ben, y avez-vous procédure de sécurité électrique quelque part? Puis là, tu sais, j'appelle des collègues qui sont dans des grosses compagnies qui sont pas mal avancées en santé et sécurité, puis ils n'ont rien non plus. Donc là, je fais comme, OK. Mais une chance, NFPA, il y avait des modèles de procédures de fiches, puis de toutes sortes d'affaires. Donc, j'ai adapté ça. Et j'ai présenté ça à l'inspecteur. Puis là, quelques années plus tard, là, il y a un inspecteur avec qui j'étais amie qui me dit « Ah, c'était vraiment super ton programme de sécurité électrique. » Ils ont envoyé ça au provincial. C'est la première fois qu'il l'a demandé à quelqu'un. Ben, tu sais, moi, j'ai adapté NFPA, là, que je pas vraiment de mérite. Je n'ai pas inventé des affaires, j'ai adapté. Mais l'électricien, il disait, ben c'est pas dangereux, sauf que ça a explosé. Dans l'enquête, ce qu'on a appris, c'est que l'électricien, il était allé dans la salle électrique pour juste aller vérifier un fil, un numéro de fil. Parce que le lendemain, il était supposé de changer des fils de panneaux dans un autre panneau parce qu'on était en train d'installer une nouvelle machine. Donc, il est juste allé voir les numéros de fil. Donc, il a juste bougé un petit peu un fil. Et en bougeant le fil, ça l'a fait un arc qui a fait l'explosion. Donc, tu dis, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Donc, quand j'ai regardé la norme américaine, il parlait de thermographie, d'inspection, de vérification. Donc là, j'ai cherché au Québec s'il y a des compagnies qui connaissaient ça. Il n'y en avait pas beaucoup, là, mais j'en ai trouvé une. Ils sont venus faire la thermographie. Dans notre usine, on avait plus que 300 points chauds dans les panneaux électriques. Des points chauds, là, pour ceux qui ne savent pas, quand on voit en thermographie qu'il y a des points chauds, c'est tous des points où est-ce qu'on peut avoir des arcs flash. Donc, on pourrait avoir, il y a 300 places où est-ce qu'on pourrait avoir des explosions comme celles qu'on avait eues. Donc, programme d'inspection. Là, dans le fond, ce qu'on nous disait, c'est qu'il faut juste, dans le programme d'entretien préventif de la maintenance, une fois par année, faire la thermographie, puis aller, la plupart des points chauds, c'est juste que l'électricité fait vibrer les fils, puis dévisse un petit peu les vis. Donc, il faut juste aller les revisser, les vis d'un panneau, puis on règle le cas. On n'aurait pas eu d'explosion. Donc, on réduit beaucoup le risque en faisant ça. Mais ça veut dire qu'il faut parler avec la maintenance, avec des gens en électricité, et faire intégrer ça dans le programme de maintenance préventive. Donc ça, la maintenance ne sont pas nécessairement habitués d'avoir ce genre d'affaires-là dans leur plan d'action préventive. Donc, il faut travailler avec eux autres. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas moi qui vais aller visser les vis d'un panneau, là. Je ne ferai pas la thermographie, malgré que en suivant un petit cours, je serais peut-être capable, là, mais je leur laisse ça. Donc, il faut, nous autres, communiquer avec nos gens de maintenance, avec nos gens de production pour bâtir des programmes de prévention, programmes d'inspection dans les normes, comme là, en sécurité électrique. Maintenant, il y a une norme canadienne sur les inspections, l'entretien préventif qu'on devrait faire dans nos installations électriques. Donc, il faut savoir qu'il y a une norme là-dessus. Il y a une norme sur
les habits, les procédures, etc. Nos gens ne connaissent pas nécessairement ça. Puis, c'est sûr que si je veux convaincre un électricien de porter les équipements de sécurité électrique, là, bon, tu sais, c'est des habits arc-flash, les gants de caoutchouc, de cuir, le casque, la visière. Faut qu'ils sentent vraiment qu'ils en ont besoin, là. Parce que si j'essaie juste de lui dire: «Mets ça», puis que pour eux autres, l'électricité, c'est pas dangereux, ben, tu sais, peut-être que quand ils vont me voir arriver, ils vont y mettre, mais après ça, ça disparaît. Fait que, il faut qu'ils comprennent, il faut les impliquer. Puis dans les formations, tu sais, on met des images, puis on explique le genre d'explosion qui est arrivé ou de choc que les gens ont eu. Parce que pour les convaincre, il faut qu'ils entendent parler de ce genre d'événement-là, puis qu'on leur parle de personnes qui ont été, de témoignages de gens qui ont vécu ça. Donc, on fait des analyses de risque. Et puis, bon, tantôt, on parlait Canam a parlé de listes d'épicerie. Fait que ça, des listes d'épicerie, là, j'en ai vécu pas mal. Fait que quand on arrive avec nos risques machines, on peut se faire arracher un bras ou d'autres choses. Mais dans la liste d'épicerie, là, c'était ce que les gens avaient vu des inspections, ce qu'ils avaient vu dans les enquêtes d'accidents. Puis là, il fallait régler ça dans tant de jours. Mais des fois, c'était des risques qui étaient quand même pas majeurs. Fait que, tu sais, un bras dans la machine, ça n'arrive pas tous les jours. Fait que là, quand on commence à faire de l'analyse de risque, on dit OK, l'analyse de risque, il faut regarder la gravité, la probabilité, la fréquence d'exposition. Fait que si j'ai un escalier comme ça, la première fois que j'ai donné une formation en analyse de risque, il y a quand même assez longtemps aussi. Donc, je donne la formation. Il n'y avait pas encore de normes là, comme on connaît actuellement en analyse de risque. J'avais pris un modèle américain et puis on arrive, je donne la formation puis en usine. Et puis, le cas de l'escalier, les gens font comme, on va faire l'analyse de risque de l'escalier qui monte dans les bureaux administratifs. Donc, si je vous dis, quel danger vous voyez dans un escalier comme ça? Qu'est-ce qui peut arriver? OK, on tombe. C'est quoi le genre de blessure qu'on peut avoir? On peut avoir un décès, fracture, commotion, contusion. Est-ce que dans l'analyse de risque, on regarde le risque de chacun ou on prend le plus grave? Donc là, dans ce cas-ci, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris le plus grave. Les travailleurs disaient, on peut mourir dans l'escalier. Puis là, je vous disais, c'est un escalier de bureau administratif, là, un peu comme ça. Puis il y a peut-être une petite affaire plus à pic, là, mais ce genre-là. Donc, il avait mis la mortalité. Donc, c'est quoi la probabilité de la mortalité? Très faible? J'ai-tu des très élevés? 50%? Donc là, c'était un peu la question qu'il y avait. Donc, si je prends juste comme critère dans l'analyse de risque que c'est la fréquence d'exposition, dans un escalier qui montait au bureau administratif, j'ai quand même pas mal de monde qui monte puis qui descend à tous les jours. Donc, si je regarde la fréquence d'exposition, elle est haute. Donc, si je prends ce critère-là pour, après ça, le multiplier ou l'additionner avec ma gravité, ma mortalité dans l'escalier là, est plus importante que celle de ma machine à papier. Donc, quand on arrivait après, puis si j'arrive puis que je présente les priorités de risque en regardant la fréquence puis la gravité seulement, ça fait que quand on présente ça à tout le monde, qui font comme, voyons donc. On le fait parce que tu l'exiges, là, mais ça ne vaut rien, parce que le monde font comme, l'escalier, qu'est-ce qu'on va faire? Un escalier qui est bien entretenu, qui répond aux normes, qu'on a des règles de montée, descendre sans charge, etc., c'est correct. Il y a des probabilités de mortalité,
Mais c'est quoi la probabilité de mourir dans l'escalier? Ben ça, à ce moment-là, mon indice de risque, là, c'est la probabilité de la gravité que j'ai choisie. Donc, la probabilité de mourir dans l'escalier est assez faible. Et là, ça devient plus logique. Puis là, si je prends la contusion ou la fracture, la probabilité de tomber dans l'escalier, de se faire une fracture est plus grande que de celle de mourir. Puis quand on regarde ça, c'est plus logique. Donc, on a appris que dans cet exercice-là, c'est la première fois que je donnais la formation, mais là, j'ai appris qu'il fallait prendre la probabilité d'occurrence de la blessure ou de la maladie qu'on choisissait parce que sinon, mon escalier sortait pas mal prioritaire. Donc là, après ça, ils ont fait comme, ouais, tu sais, tous les escaliers, ça va être comme ça. Est-ce que sincèrement, la probabilité d'occurrence de blessures dans des escaliers comme ceux-là, j'arrive avec un escalier à Montréal là, qui tourne là. C'est beau, ça. L'été, c'est pas pire. Est-ce que ma probabilité de tomber dans l'escalier est le même pendant l'été, pendant l'hiver? C'est le même escalier, là. Et après ça, il y a des gens qui déménagent des boîtes, donc je monte. Donc, il faut regarder mes tâches. Donc, peut-être qu'il y a des fois que la probabilité d'occurrence est plus grande. Donc, il faut penser avec une vision un petit peu plus large que juste de regarder tous mes escaliers, c'est cet indice-là. Donc, mes escaliers, il y a des escaliers qui sont plus à risque, il y a des escaliers qui sont moins. Puis, qu'est-ce que je fais dans l'escalier? Donc, des fois, il faut regarder un petit peu plus ce qui se passe. Donc, dans les définitions, on a fini par dire, OK, un danger, c'est quoi? Puis, un risque, c'est quoi? Donc là, dans les normes, on dit qu'un danger, c'est une source potentielle de dommages, d'atteinte à la santé ou blessure, et le risque, c'est la probabilité d'occurrence de ce dommage, de la gravité que vous aurez choisie. Et ça, on a encore des discussions des fois, puis on voit des choses dans la littérature qui font comme, le risque, c'est pas la probabilité d'occurrence de la blessure, mais c'est la probabilité d'occurrence qu'il arrive quelque chose dans l'escalier, n'importe quoi. Et dans les normes, c'est vraiment du dommage que vous aurez choisi. Si vous choisissez la mortalité, ça va être la probabilité d'occurrence de la mortalité. Et quand on met, supposons mourir dans l'escalier, ça a tel chiffre, et de se faire une fracture dans l'escalier, c'est tel autre chiffre, vous regarderez, là, ça arrive à peu près au même niveau. Parce que ma probabilité d'occurrence est plus grande pour ma fracture. Donc, on met ce qui est le plus logique, le plus vraisemblable, c'est ce que les normes demandent. Et sur le site de la CNSST, c'est aussi ce que vous allez lire. Oh, je ne pense pas que c'est la bonne affaire, moi. Donc, la gravité du dommage, comme ici, je vous mets les définitions qu'il y a sur le site de la CNSST. Donc, c'est vraiment pour prouver ce que je viens de dire. La CNSST est d'accord aussi avec ça. Ils ont siégé sur l'écriture de la norme CSA Z1002. Donc, ils ont dans le guide, ça réfère aussi à Z1002, donc c'est similaire. Dans les normes, on vous dit aussi la vraisemblance, donc de prendre vraiment la vraisemblance du dommage que vous allez avoir. Donc, pas n'importe quoi, mais ce qui est le plus vraisemblable. Donc, la chute dans l'escalier, de se faire une fracture ou une contusion, est plus vraisemblable que la mortalité. Donc, qui participe à l'analyse de risque? On en a eu un témoignage tantôt, puis je viens de vous en faire aussi, de dire José, fais-les tout seul. José, pas bien bonne tout seul. Donc, il faut aller chercher les travailleurs qui réalisent la tâche, qui sont exposés au risque, les travailleurs de la maintenance qui entretiennent les équipements. C'est dans les premières fois dans les premières années qu'il y a eu de la sécurité des machines, les gens faisaient les analyses de risque pour les opérateurs et pas pour la maintenance. Puis encore aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui y a du cadenassage, il y a de la sécurité des machines, mais quand la maintenance arrive, il faut qu'à un moment donné, ils vont cadenasser, ils vont faire l'entretien, mais à la fin, des fois, il faut qu'ils aillent faire des ajustements sur la machine. Alors ça veut dire qu'il faut que l'équipement fonctionne. Mais quand on a fait les analyses de sécurité des machines, on a mis des portes en avant, mais
Là, ça veut dire que mon gars de maintenance doit rentrer dans l'enceinte. Puis là, il faut qu'il s'en aille en arrière de la machine, puis il doit avoir, supposons, un convoyeur ou des trucs qu'il faut qu'il ajuste. Puis là, il n'y a rien pour faire ça. Fait que là, il rentre dans l'enceinte, on a tout décadenassé, puis là, il crasse son chum en avant. OK, vas-y. Là, à un moment donné, j'étais dans une usine, puis on me raconte ça. Je dis, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, mais il n'y a rien. Il faut qu'il ajuste. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit, ben non, mais il est obligé de se cadenasser. Ben, tu sais, s'il est obligé de se cadenasser, il n'est pas capable de faire les ajustements finaux. Fait que on ne lui a pas parlé, mais il existe des dispositifs pour que la maintenance soit capable de faire marcher à vitesse réduite les équipements. Il faut y penser quand on le fait au départ, ça coûte moins cher que le faire après, là. Donc, si on les avait impliqués dès le départ, on aurait mis les bons dispositifs tout de suite. Donc, les départements techniques, bon, je parlais que les ingénieurs ne connaissent pas nécessairement les normes, sécurité, etc. Donc, on donne les formations en sécurité des machines, comme là, l'association donne une formation de 11 heures pour les ingénieurs. Bon, c'est quoi les normes, etc. Puis on les laisse après ça fouiller là-dedans, puis on peut les assister quand ils font leur analyse. Mais il faut qu'ils soient impliqués. Donc, il faut qu'ils connaissent l'analyse de risque. Il faut quand ils font les projets, qu'ils incluent tout de suite la santé-sécurité. Et ils ne sont pas des spécialistes de santé-sécurité, mais qu'après, ils aillent consulter leur monde de santé-sécurité, qu'ils aillent fouiller sur Internet, qu'ils aillent chercher l'information. C'est comme là, nous autres, on est une association paritaire. Fait que des fois, les ingénieurs nous appellent et disent « Hey, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? » Ben, moi, je peux chercher, leur donner les références, puis leur parler de ce qu'ils doivent faire. Mais c'est pas moi qui vais signer les plans, là. Il faut travailler ensemble. Donc, les techniciens, instrumentation, contrôle, etc., ceux qui font les dessins, la conception, ça peut être intéressant aussi qu'ils fassent partie de ces équipes-là. Le coordonnateur santé-sécurité, j'espère. Le RSS, ALSS, le comité de santé-sécurité, doivent être impliqués à différents niveaux, à différents moments. Puis les experts qui peuvent provenir de l'extérieur ou parfois de vos compagnies. Donc, qui est impliqué dans vos analyses, ça dépend. Bon, ici, je vous ai mis une petite caricature. Donc là, j'ai mes deux messieurs qui font comme « Ouais, on l'a maintenant, allons-y. » Fait que là, vous voyez que, bon, j'ai mon petit mammouth en arrière, mais si j'ai pas de vision globale, je vais regarder juste là. Et si je regarde un petit peu plus, je vois une grosse patte. Fait que d'avoir la vision globale, ça permet d'évaluer le risque plus concret. Donc, il faut penser à nos gens puis lui dire, regarde pas juste le petit mammouth, regarde plus loin. Donc, quand on fait l'analyse de risque, il faut regarder, il y a le danger, puis quand est-ce que les gens sont exposés. J'ai un risque quand j'ai quelqu'un d'exposé à mon danger. L'événement dangereux n'arrive pas tout le temps. Enfin, tu sais, quand ils me disent « Ouais, mais c'est jamais arrivé », non, j'ai peut-être eu beaucoup de passés proches, il est peut-être arrivé des dommages matériels, mais il n'y a pas eu de blessure. Donc ça, dans une autre usine où est-ce que j'ai travaillé, après une fin de semaine, les gens vont mener des totes, c'est des genres de grosses boîtes, ils vont mener dans les rackings, dans l'entrepôt. Puis là, quand ils fabriquaient ça, c'est du chocolat, fait que c'est liquide quand on le met dans le tote, puis là, on le promène, il y a comme des vagues un petit peu, puis ils le mettent dans le racking, puis là, ça finit par figer. Puis là, ils envoyaient ça dans les usines ailleurs. Mais là, finalement, ils mettent ça dans le racking est un peu mal fait, la boîte tombe, là, il est éclaboussé. Puis là, je m'en vais voir ça, puis là, on me dit « Voilà, les rackings, là, on manque de place, les rackings sont mal faits. » En tout cas, ils me disent toutes sortes d'affaires. Puis là, j'apprends que ça fait 3 fois dans la même année qu'il y a des sections de racking qui tombent. J'ai jamais entendu parler de ça, moi, là. Puis là, tu sais, quand je pose des questions, on me dit « Ouais, mais il n'est rien arrivé. » Bien là, des sections de racking qui tombent, c'est un événement. On dit « Ouais, mais il n'y a personne de blessé. » Donc là, je fais comme « Non, c'est pas parce que c'est dans l'entrepôt puis que le racking est tombé puis qu'il n'y a personne de blessé qu'il ne peut rien arriver, là. » Fait que là, j'ai appris ça juste là. Fait que,
Et les gens disent, ouais, mais des passés, ben, pour eux autres, c'est pas des passés proches, là, il n'y a rien énervé. Okay. Fait qu'il y a un événement dangereux, il peut arriver de quoi? Des fois, il y a des blessures, des fois, il n'y en a pas. Mais si on peut savoir que ces événements-là sont arrivés, on est capable de faire la prévention avant. Ou il y a la possibilité d'évitement. Fait que là, je forme mes gens, puis ils vont se tasser à temps. Ben oui. Oui, mais c'est ça, des fois, sécurité des machines. Mon ancien, il s'enlève la main au bon moment. Ben oui. Puis là, il y a un matin qui arrive, il est fatigué, il est moins vite, la main est dedans. On a un exemple où on utilise l'information analyse de risque à l'association. Bon, j'ai une bonbonne là, comme ça dans le désastre, c'est dangereux? Ben non, il n'y a personne. Donc là, s'il n'y a personne d'exposé, je n'ai pas de risque. Mais, j'ai du monde. Fait que là, j'ai un risque. Fait que je prendrais quoi comme mesure de prévention? Je pourrais mettre des clôtures autour. Ça serait-tu correct, ça? Je mets des clôtures autour, ils ne peuvent pas s'approcher. Ben là, c'est sûr que si elle explose, ma clôture, ce ne sera pas une mesure de prévention vraiment super. Fait que, il faut penser à évaluer les mesures de prévention parce que des fois, on me dit, ouais, il y a des clôtures. Ouais, mais ça ne marchera pas pour ça. Donc, il faut regarder tous les risques qu'il y a. Puis, bon, quand j'ai une bonbonne, je peux avoir le gaz, puis avoir un contaminant dans l'air, puis le respirer, mais je pourrais aussi avoir l'explosion. Donc, il faut regarder l'ensemble. Bon, vous connaissez déjà là, toutes les familles de dangers qu'il faut regarder dans nos analyses de risque. Puis, si vous voulez avoir de l'information, puis il y a entre autres la norme Z1002 là, qui a des informations d'analyse de risque. Et quand on fait l'analyse de risque, il faut regarder qui fait quoi, quand, comment, pour être capable d'avoir l'ensemble des données qu'on a besoin. Puis, un des exemples que je donne dans les formations, c'est de dire, si j'ai une rallonge électrique brisée à terre, dénudée, il y a du vivant, quand j'ai un danger, mais le risque, mon danger, c'est l'électricité. Mais mon risque, ça va être quand j'ai quelqu'un qui peut rentrer en contact avec. Et puis là, je vais regarder qu'est-ce qui pourrait arriver comme conséquence et de mettre la plus vraisemblable. Donc, dans les analyses de risque, dans les méthodes, on utilise là, les couleurs. Donc, moi, j'utilise beaucoup là, cette matrice-là, 5-5. Celle-là, c'est une nécessité 4-4, c'est correct, les deux. Mais ça permet là, de faire des indicateurs de performance. Puis pour terminer, je vous donne des indices, deux exemples d'indicateurs de performance qu'on a eu dans une usine, dans une compagnie multinationales qui ont plusieurs divisions. Donc, au début, c'était de dire, faites vos analyses de risque. Donc, les usines devaient dire combien d'analyses de risque ils devaient faire, puis après ça, de nous dire combien ils en avaient fait à chaque mois. Donc là, dans le comité de direction de toutes les filiales, ils suivaient avec ces indicateurs-là. Donc, on pouvait voir que il y a 63 des analyses de risque critiques à faire, puis 37 qui sont faites. Il y a une des divisions qui arrive, puis ils me disent qu'ils ont fait 100 de leur analyse de risque. Moi, je suis un petit peu surprise. Fait que je vais les visiter. Ils avaient fait leur analyse de risque, disons, à très haut niveau, puis il y avait 100 mais ils n'avaient fait aucun plan d'action. Mais les analyses de risque étaient faites. Donc, notre indicateur n'était pas suffisant. Fait que là, ce qu'on a développé comme indicateur, c'est de dire, OK, combien tu as de risques dans chacune des couleurs? Et de demander après ça, les risques rouges et oranges. Là, j'ai des oranges qui sont verts là, à l'écran, mais bon, ça, c'est orange. Là. Donc, on demandait des plans d'action pour ces risques-là et c'était suivi par la haute direction corporative. Donc là, je peux vous dire que les directions d'usine étaient drôlement impliquées dans les plans d'action parce que là, il fallait dire à chaque mois combien, dans les analyses de risque qu'on faisait, combien qui apparaissait de chaque couleur. Et bon, quand c'est plus foncé en bas, c'est le nombre d'analyses de risque qui ont été faites sans plan d'action. Après ça, on avait la couleur plan d'action. Puis après ça, en haut, c'est les plans d'action sont implantés. Donc, on était capable de mesurer. Et à ce moment-là, on avait une implication un petit peu plus concrète
de la réduction du risque dans les usines, là. Donc, il faisait des analyses de risque, mais corrigeait aussi. Puis pour la haute direction, diligence raisonnable, d'être capable de suivre ça, c'était comme vraiment plus intéressant. Donc, je vais passer. Donc, c'est sûr qu'après, ben, on leur demandait l'efficacité des mesures. Donc, des fois, avant qu'ils mettent en place une solution, de dire, ben, ça va réduire ton risque de combien cette affaire-là. Et fait que des fois, ils disaient, bon, on va automatiser, fait qu'on va mettre un robot, c'est correct, fait que je vais avoir éliminé mon risque sur cette affaire-là. Mais là, c'est un robot. Il faut évaluer les risques robots. J'ai des nouveaux risques. Fait que j'ai peut-être éliminé le fait de me rentrer la main dans la machine, parce que c'est le robot qui va le faire. Mais j'ai des risques robots, donc j'ai remplacé un risque par un autre. Donc, il faut penser à le faire. Puis bon, il y a le remplacement, le contrôle technique, donc toute sécurité des machines est ici. Puis pour moi, tout ce qui est en bas, sensibilisation, mesures administratives et les équipements de protection individuelle, mais ça, c'est des mesures qu'il faut vraiment avoir de la supervision, des suivis, des inspections, parce que de juste le demander, c'est pas suffisant. Donc, comme le cadenassage, la CNESST va vous dire c'est super sécuritaire de faire du cadenassage quand il est bien fait, mais quand il est fait. Donc, quand il est fait, ça fait que c'est une mesure administrative, le cadenassage. Donc, la mesure administrative, elle peut être très efficace, mais il faut avoir des mesures de contrôle avec ça. Donc, il faut que quand on les fait, on prévoit ces choses-là. Donc, ça termine ma conférence. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, on va aller à la pause. Oui, une question? Toujours une, excusez, je vais partir le bal, après ça, les autres suivent toujours. Jean-Pierre Haché. Question, vos analyses de risque avec les couleurs, faisiez-vous des fois des audits des analyses de risque? Parce que c'est un peu comme la sous-déclaration d'un objectif, c'est premiers soins. Next thing you know, on n'a plus jamais de blessure, pas de premiers soins parce que les gens ne les sous-déclarent pas. Puis faire une analyse de risque, il y a toujours un niveau de subjectivité. Hey, il est rouge, là, on peut-tu baisser ça un peu ailleurs pour. Donc, est-ce qu'on a déjà fait des audits pour s'assurer que les gens ont une rigueur ou une autre façon de s'assurer que c'est fait correctement aussi? Il y avait des audits ou certains types de vérifications, des fois par sujet. On pouvait aller dans une division ou dans une autre pour aller voir si c'est bien fait. Tu sais, je disais qu'il y avait une filiale qui disait avoir fait toutes ces analyses de risque, 100% des analyses de risque. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé dans les milieux industriels, je faisais des analyses de risque. J'ai jamais fait 100% des analyses de risque qu'il y avait à faire dans le milieu, là. Je travaillais là-dedans. Donc, par quoi je commence, puis comment je l'ai fait, puis là, j'en ai fait une, puis il va falloir que je le refasse. Donc, il faut regarder à quel niveau ils font, parce que s'ils regardent à très haut niveau, c'est pas assez précis. Quand j'arrive en sécurité des machines, peut-être que ma première analyse de risque dit, ben, cette machine-là est plus dangereuse que l'autre, mais il va falloir que je fasse l'analyse de risque machine pour être capable de déterminer ce que je vais mettre dessus. Donc, est-ce que les gens le font? Donc, il fallait aller voir. Puis on voyait que s'il avait fait l'analyse de risque de telle machine et que moi, je voyais encore des risques, ben là, aller voir dans l'analyse comment elle a été faite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procédait pour vérifier si l'analyse est bien faite. Puis moi, j'aimais bien aussi faire l'analyse de conformité en même temps. Parce que des fois, les inspecteurs arrivent dans nos compagnies, puis là, ils disent, ben, c'est-tu conforme? Mais des fois, ça peut être conforme, mais quand j'analyse mon risque, c'est un risque rouge pareil. Fait que moi, je suis pas confortable de dire, ben, j'ai un risque rouge conforme, fait que je fais rien. Puis là, ben, des fois, je vais avoir des affaires non conformes, mais qui sont verts. Fait que là, quand je fais mon plan d'action, je commence-tu par mes rouges ou par mes verts? C'est par mes non conformes. Fait que, à un moment donné, j'ai expliqué à l'inspecteur, j'ai dit, ben, voici notre tableau. Fait que j'ai des non-conformités vertes, puis j'ai des conformités rouges. On a décidé de commencer par les rouges. J'ai dit, c'est bien correct. Donc, parce que c'est sûr que quand on explique ça à l'inspecteur, il fait comme, ouais, ce qui est plus fatigant, c'est les rouges. Mais si j'ai juste des rouges parce que tout est dangereux, ça ne m'aide pas bien, bien. Ou si il
n'y a rien qui est dangereux parce que le monde va faire attention. Ben là, fait qu'il faut donner les formations, il faut encadrer, il faut aider les gens pour les faire les premières fois, les coacher, là, parce que c'est pas vrai que les gens en santé et sécurité, on va être dans toutes les analyses de risque. Il faut que des gens qui sont dans l'entreprise puissent devenir assez bons pour être capables de les faire et que nous autres, on puisse être là pour répondre à certains besoins, mais pas nécessairement dans toutes les analyses qui sont faites. Donc, des rendre autonomes, tout dépendamment de comment les compagnies là, ont quoi comme équipe. Là. D'autres questions? Sinon, ben, on va aller à la pause, puis ben, je suis là toute la journée, donc vous pourrez venir me rencontrer sur l'heure du dîner ou durant la pause. Donc, la pause...